Il avait du mal à marcher. Mais sa propre belle-fille l'a jeté comme un déchet. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce vieil homme de 83 ans cachait 3 millions de dollars. Et ce qu'il a fait ensuite, personne ne l'oubliera. La place Saint-Roch s'animait doucement sous le soleil matinal de Montpellier. Henri Lemoine disposait ses derniers bonbons dans la petite vitrine de son stand, ses mains ridées tremblant légèrement, alors qu'il alignait les rangées de caramels au beurre salé. À 83 ans, il connaissait par cœur cette routine quotidienne. Arriver à 8 heures précises, installer sa marchandise avec un soin méticuleux, puis attendre patiemment ses premiers clients. « Bonjour, monsieur Henri », lança madame Dubois, la boulangère du coin, en passant devant son étal. « Comment allez-vous ce matin ? » « Comme un vieux bonhomme peut aller, ma chère dame, » répondit Henri avec un sourire fatigué, qui ne parvenait jamais tout à fait à masquer une tristesse profonde. « Et vous ? Toujours aussi matinal. » Elle s'éloigna en riant, sans remarquer le regard mélancolique qu'Henri portait sur sa propre existence. Car derrière cette façade de vendeur de rue se cachait un secret si lourd qu'il avait façonné chaque jour des 45 dernières années de sa vie. Henri se souvenait encore de ce matin de février 1980, où tout avait basculé. Il était alors comptable principal chez Sainte-Raphaël, une compagnie minière prospère installée dans les Cévennes. Ce jour-là, en vérifiant des écritures qui ne collaient pas, il était tombé sur une comptabilité parallèle soigneusement dissimulée. Les chiffres ne mentaient jamais. Les dirigeants détournaient systématiquement des millions d'euros en royalties destinées au gouvernement, gonflant artificiellement leurs bénéfices tout en échappant aux contrôles fiscaux. Henri avait d'abord pensé alerter les autorités. C'était un homme intègre, père de famille respectueux des lois, mais quand il avait tenté d'en parler discrètement à son supérieur hiérarchique, la réaction avait été aussi rapide que terrifiante. Dès le lendemain, Pierre Moreau, le directeur général, l'avait convoqué dans son bureau aux boiseries sombres. « Monsieur Lemoine », avait dit Moreau de sa voix glaciale, « il paraît que vous vous intéressez à des dossiers qui ne vous concernent pas. » Henri se souvenait encore de la sueur froide qui avait coulé le long de son dos. Moreau avait posé sur le bureau des photos de Claire sortant de l'école primaire où elle enseignait, de leur fils Julien jouant au football avec ses camarades de classe. « Vous avez une belle famille, Henri. Il serait dommage qu'il leur arrive quelque chose à cause de votre curiosité excessive. » Le marché était simple. Henri garderait le silence absolu en échange d'une généreuse compensation mensuelle. « Pas un pot de vin ?» avait précisé Moreau avec un sourire carnassier. Mais une prime de discrétion versée sur un compte offshore, refuser signifiait non seulement perdre son emploi, mais potentiellement mettre sa famille en danger. Henri n'avait que 38 ans à l'époque. Claire était enceinte de leur deuxième enfant, et l'idée de les exposer à des représailles lui était insupportable. Il avait accepté, au fil des années, ses versements mensuels s'étaient accumulés, fructifiés par des investissements judicieux que gérait discrètement une banque suisse. Henri n'y touchait jamais. Considérant cet argent comme maudit, il avait quitté Sainte-Raphaël peu après, prétextant vouloir se rapprocher de sa famille, et s'était installé comme comptable indépendant dans une petite ville près de Montpellier. Seule Claire connaissait la vérité. Elle l'avait supplié d'aller voir la police. Mais Henri était paralysé par la peur. Et si les dirigeants de Sainte-Raphaël tenaient à leurs promesses? Et si parler mettait réellement sa famille en danger? Alors il avait continué à vivre cette double existence. Humble comptable le jour, millionnaire secret la nuit, quand il consultait en cachette les relevés bancaires qui témoignaient d'une fortune grandissante dont il n'osait profiter. Après la mort de Claire, il y a 5 ans, Henri s'était enfoncé davantage dans ce mensonge. Incapable de supporter la solitude de leur maison familiale chargée de souvenirs, il avait décidé de vendre et de s'installer chez son fils Julien et sa belle-fille Céline. C'était là que son calvaire quotidien avait vraiment commencé. « Papy Henri !» La voix joyeuse d'Élina le tira de ses pensées sombres. Sa petite fille de 15 ans venait vers lui en courant, son sac d'école rebondissant sur son épaule. C'était le seul rayon de soleil dans l'existence grise d'Henri. « Ma chérie, tu ne devrais pas être en cours. J'ai 1 heure de libre, » mentit-elle en lui faisant un clin d'œil complice. « Je voulais juste te voir, avant que maman découvre que je suis passée. » Henri sentit son cœur se serrer. Même sa propre petite fille devait cacher leurs moments ensemble, tant Céline désapprouvait ses visites au vieux marchand de bonbons, qui, selon elle, nuisait à l'image de la famille. « Prends donc quelques caramels pour tes copines, » dit Henri en glissant discrètement un sachet dans la main d'Élina. « Merci, papy. Tu sais,
Je ne comprends pas pourquoi maman est si... » « Chut !» l'interrompit doucement Henri. « Ta maman veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Elle a ses raisons. » Mais au fond de lui, Henri bouillait de rage et d'impuissance. Céline Morel avait épousé Julien il y a 8 ans, attirée par ce qu'elle pensait être une ascension sociale. Fille d'ouvrier, elle avait toujours rêvé d'appartenir à la bourgeoisie locale. Quand elle avait découvert que son beau-père n'était qu'un modeste vendeur de rue vivant de leur charité, sa déception s'était muée en mépris ouvert. Les humiliations quotidiennes s'étaient multipliées. Henri devait manger à la cuisine quand il y avait des invités, utiliser l'entrée de service et surtout ne jamais se montrer quand Céline recevait ses amis de la haute société montpelliéraine. « On ne va quand même pas dire que mon beau-père vend des bonbons dans la rue », répétait-elle à Julien, qui baissait honteusement les yeux sans jamais défendre son père. Henri regardait maintenant Elina s'éloigner vers le lycée, et une pensée terrible lui traversa l'esprit. Combien de temps encore pourrait-il supporter cette existence ? Combien de temps encore devrait-il jouer le rôle du vieil homme à la charge de sa famille, alors qu'il possédait suffisamment d'argent pour tous les faire vivre dans l'opulence ? La réponse à cette question lui faisait peur, car depuis quelque temps, il sentait quelque chose changer en lui, une lassitude nouvelle, un questionnement qui grandissait jour après jour. Et si le véritable danger n'était plus de révéler son secret, mais de continuer à le porter, Henri rangea machinalement ses derniers bonbons invendus, comme il le faisait chaque soir depuis des années. Mais ce soir-là, en regardant le soleil se coucher sur la place Saint-Roch, il ne se doutait pas que sa vie de mensonge touchait à sa fin, et que bientôt, toutes les cartes allaient être redistribuées. Le vieil homme invisible allait enfin réapprendre à exister. Céline Morel ajustait pour la 10e fois les plis de sa robe Hermès dans le miroir de sa chambre, scrutant chaque détail de son reflet avec l'obsession d'une femme qui savait que sa soirée pouvait faire ou défaire sa réputation sociale. Ce soir-là, elle organisait sa plus importante réception depuis des mois. Un dîner de charité pour l'association Les Amis de l'Hôpital La Peyronie, événement qui réunirait le gratin de Montpellier dans son salon. « Julien !» cria-t-elle vers la salle de bain où son mari se rasait péniblement. « As-tu pensé à cacher les affaires de ton père ? Je ne veux pas que Madame Delacroix tombe sur ses pantoufles en allant aux toilettes. » Julien Lemoine soupira en s'essuyant le visage. À 45 ans, ce père de famille fatigué naviguait quotidiennement entre les exigences croissantes de sa femme et sa culpabilité envers son père. Gérant commercial dans une concession automobile, il gagnait correctement sa vie sans pour autant pouvoir satisfaire les ambitions sociales démesurées de Céline. « Il est dans sa chambre, chérie. Il ne dérangera personne. Dans sa chambre. Julien, sois sérieux. Et s'il se met à tousser pendant que je fais mon discours, ou pire, s'il descend chercher un verre d'eau en pyjama. » Céline se passait nerveusement les mains dans les cheveux. « J'ai invité la femme du maire, la présidente du Rotary Club et même Élise de Montclair. Tu te rends compte de ce que ça représente pour nous ?» Julien connaissait par cœur cette litanie. Depuis qu'Henri vivait chez eux, Céline multipliait les stratégies pour le rendre invisible aux yeux de leur entourage social. Elle avait même été jusqu'à prétendre qu'il était en maison de retraite lors de certaines soirées, histoire d'éviter les questions embarrassantes sur le vendeur de bonbons de la famille. En bas, dans la cuisine, Henri épluchait consciencieusement des pommes de terre pour le dîner du lendemain. Il avait entendu les éclats de voix de Céline et savait qu'il devait se faire encore plus discret que d'habitude. Ce n'était pas la première fois qu'elle organisait une réception en le reléguant au statut de fantôme domestique. « Bonsoir, grand-père », murmura Elina en entrant dans la cuisine, son sac à dos encore sur l'épaule. « Bonsoir, ma puce. Comment s'est passée ta journée ? Oh, tu sais, les cours. Dis-moi, pourquoi maman t'interdit-elle toujours de rester avec nous quand il y a du monde ?» Henri s'arrêta d'éplucher et regarda sa petite fille avec tendresse. Comment expliquer à une adolescente de 15 ans que sa mère avait honte de lui ? Comment lui dire que son existence même était perçue comme une tache sur l'image soigneusement construite de la famille Lemoine ? Ta maman travaille dur pour que nous ayons une belle vie, Elina. Parfois, les adultes ont des obligations sociales compliquées. C'est n'importe quoi, s'exclama Elina avec cette franchise brutale de l'adolescence. Mes copines adorent leurs grands-parents, Sophie emmène sa mamie partout, et Thomas est fier de dire que son papy était pilote d'avion. Chaque famille est différente. Ma chérie, mais Henri sentait sa propre voix manquer de conviction. Au fond de lui, une colère sourde montait contre cette situation absurde.
Lui qui possédait suffisamment d'argent pour offrir à sa famille tout ce dont elle rêvait. Lui qui pourrait transformer cette soirée de charité amateur en événement mondain digne des plus grands magazines. Était réduit à éplucher des légumes en cachette pour ne pas ternir l'image de sa belle-fille. « Elina, monte donc faire tes devoirs », intervint Céline qui venait d'entrer dans la cuisine, resplendissante dans sa robe de cocktail. « Et toi, Henri, j'espère que tu resteras dans ta chambre ce soir. Nous avons des invités importants. »« Bien sûr, Céline. Et évite de tirer la chasse d'eau trop souvent, s'il te plaît. Ma chambre est juste à côté, et j'aimerais que mes invités ne soient pas dérangés par les bruits. » Elina lança un regard indigné à sa mère, mais Henri lui fit discrètement signe de se taire. Il avait appris depuis longtemps que résister ne faisait qu'aggraver les choses. 1 heure plus tard, les premiers invités commençaient à arriver. Depuis sa chambre, Henri entendait les éclats de rire, le tintement des verres de champagne et la voix suraiguë de Céline qui racontait ses dernières aventures philanthropiques. Il reconnut la voix grave de Madame Delacroix, épouse du principal avocat de la ville, puis celle, plus cristalline, d'Élise de Montclair, héritière d'une famille de viticulteurs réputés. « Vous savez, » disait Céline d'une voix portée par l'excitation, « j'ai toujours pensé que nous, femmes privilégiées, avions le devoir de donner l'exemple. C'est pourquoi j'ai proposé d'organiser cette soirée pour l'hôpital. » Henri ne put s'empêcher de sourire amèrement. Céline parlait de privilèges, alors qu'elle surveillait chaque centime de leur budget mensuel, s'endettait pour acheter des robes de marque, et angoissait constamment sur leur capacité à maintenir leur train de vie. Si seulement elle savait qu'à quelques mètres d'elle, dans cette chambre qu'elle considérait comme un placard à balai humain, se trouvait un homme qui pourrait financer l'aile entière de l'hôpital, sans même regarder son compte en banque. « Céline, ma chère », résonnait la voix d'Élise de Montclair. « Vous avez un foyer si harmonieux. Dites-moi, vivez-vous seule avec votre fille ?» Henri retint son souffle. C'était toujours le moment délicat pour Céline. Comment expliquer la présence d'un beau-père sans révéler sa condition sociale? Oh, nous, enfin, le père de Julien vit effectivement avec nous. Mais il voyage beaucoup pour ses affaires. Un homme très discret, très occupé, vous comprenez? À son âge, il préfère la tranquillité. Mensonge sur mensonge. Henri ferma les yeux, sentant le poids de ces décennies de faux semblants s'alourdir sur ses épaules. Céline avait transformé son existence en fiction commode, créant un personnage d'homme d'affaires fantôme pour justifier ses absences lors des événements sociaux. En bas, la soirée battait son plein. Les dames de la bonne société montpelliéraine s'extasiaient devant la décoration soignée de Céline, admiraient ses petits fours commandés chez le traiteur le plus cher de la ville et promettaient généreusement leur contribution pour l'hôpital. Céline rayonnait, enfin, au centre de l'attention qu'elle convoitait depuis si longtemps. « Maman !» chuchota Elina en s'approchant discrètement de sa mère. « Grand-père voudrait juste descendre prendre un verre d'eau. »« Absolument pas !» siffla Céline entre ses dents, tout en gardant son sourire mondain. « Dis-lui qu'il y a une bouteille dans sa chambre. »« Mais maman !»« Elina, monte immédiatement. Tu n'as rien à faire ici. » L'adolescente remonta l'escalier en traînant les pieds. Le cœur serré par l'injustice de la situation, elle frappa doucement à la porte de son grand-père. « Entre, ma puce. Grand-père, je ne comprends pas pourquoi tu acceptes ça. Tu n'es pas un prisonnier. » Henri caressa tendrement les cheveux de sa petite fille. Comment lui expliquer que parfois, les chaînes les plus lourdes sont celles qu'on se forge soi-même? Comment lui dire qu'il avait choisi cette prison dorée par peur? Par culpabilité? Par une forme de pénitence qu'il s'imposait depuis 45 ans? La vie est compliquée, Elina. Un jour, tu comprendras. Mais en prononçant ces mots, Henri se demandait s'il y croyait encore lui-même. Un jour viendrait-il vraiment où cette mascarade prendrait fin? Un jour oserait-il enfin révéler qui il était vraiment? En bas, les rires continuaient de fuser, et Céline savourait son triomphe social temporaire, sans se douter qu'au-dessus de sa tête, un vieil homme invisible commençait lentement à envisager sa renaissance. Le samedi suivant, la villa des Lemoine bourdonnait d'une activité fébrile. Céline avait transformé sa maison en véritable quartier général pour sa soirée de charité la plus ambitieuse. Un dîner gala au profit de l'association Enfants des rues, avec 30 invités triés sur le volet, incluant le maire adjoint, 2 députés régionaux et plusieurs figures emblématiques de la haute bourgeoisie montpelliéraine. « Henri, pourrais-tu m'aider avec ces cartons dans la cuisine ?» demanda Julien.
les bras chargés de vaisselle de location. « Bien sûr, mon fils. » Henri suivit Julien, heureux de se rendre utile malgré les consignes strictes de Céline. Dans la cuisine, des dizaines de boîtes s'entassaient, verres en cristal, assiettes en porcelaine fine, couverts argentés. Céline n'avait pas lésiné sur les moyens pour impressionner ses invités. Même si cela représentait 3 mois de salaire de Julien, « Attention avec les verres autrichiens !» cria Céline depuis le salon où elle dirigeait la disposition des tables. « Ils coûtent une fortune, et surtout que personne ne touche au service en cristal de baccarat. » Henri manipulait délicatement chaque pièce. Admirant malgré lui la beauté de ces objets qui représentaient pour Céline l'incarnation même du raffinement social, il se souvenait d'un temps où lui aussi appréciait les belles choses. Quand Claire et lui rêvaient d'une maison élégante et d'un mobilier de qualité, aujourd'hui, cette vaisselle de luxe lui semblait dérisoire comparée aux millions qui dormaient sur ses comptes secrets. « Grand-père, tu peux m'aider à porter ça ?» Elina entra dans la cuisine avec un plateau d'amuse-bouche préparé par le traiteur. « Avec plaisir, ma chérie. » Ils formaient une chaîne efficace. Henri, Julien et Elina transportaient, installaient, décoraient, pendant que Céline orchestrait tout depuis son poste de commandement. Pour une fois, Henri se sentait inclus dans la vie familiale, même si c'était en qualité de personnel domestique gratuit. Les premiers invités arrivèrent à 19h précises. Henri reconnut immédiatement Madame Delacroix dans sa robe Chanel, suivie du couple Moncler et de leurs amis viticulteurs. L'atmosphère devint instantanément plus guindée, les voix plus posées, les gestes plus mesurés. Céline rayonnait dans son rôle d'hôtesse parfaite. « Henri, » murmura-t-elle en passant près de lui. « Maintenant tu disparais, d'accord ? File dans ta chambre et n'en ressors sous aucun prétexte. » Mais au moment où Henri s'apprêtait à obéir, Madame Delacroix l'aperçut. « Oh, mais qui est ce charmant monsieur ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Céline se figea, son sourire se crispant imperceptiblement. « C'est le père de Julien, papa Henri. Je vous présente Madame Delacroix. »« Enchantée, madame, » dit Henri en serrant respectueusement la main tendue. « Quel plaisir de vous rencontrer. Céline nous a dit que vous voyagiez beaucoup pour vos affaires. Dans quel domaine travaillez-vous » Henri sentit tous les regards se braquer sur lui. Céline le foudroyait du regard. Julien semblait mal à l'aise, mais quelque chose en lui refusa de mentir davantage. « Je vends des bonbons sur la place Saint-Roch, madame. » Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Madame Delacroix cligna des yeux. Ne sachant visiblement pas si Henri plaisantait, Céline devint livide. « Papa Henri adore plaisanter, » bredouilla-t-elle. « N'est-ce pas, papa ? Vous devriez aller vous reposer maintenant. » La journée a été longue, mais Henri ne bougea pas, pour la première fois depuis des années. Il avait dit la vérité, et cela lui procurait une sensation étrange, presque enivrante. « En fait, je ne plaisante pas. Je tiens un petit stand de confiseries artisanales. C'est un travail simple, mais qui me permet de rencontrer des gens merveilleux chaque jour. » L'assistant s'échangeait des regards embarrassés. Céline sentait son soigneusement construit château de cartes sociales s'effondrer sous ses yeux. « Que c'est original !» murmura Élise de Moncler, visiblement mal à l'aise. « Papa !» intervint Julien d'une voix tendue. « Tu ne voudrais pas nous aider en cuisine ? Nous avons besoin de quelqu'un pour... » « Bien sûr. »« Mon fils ?» Henri se dirigea vers la cuisine, suivi par les regards médusés des invités. Il entendait déjà les murmures commencer derrière lui, et l'imagine de Céline tentant désespérément de rattraper la situation avec des explications confuses. Dans la cuisine, il entreprit de disposer les canapés sur des plateaux, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Pourquoi avait-il délibérément saboté la soirée de Céline ? Était-ce de la vengeance inconsciente ? Ou simplement la fatigue de jouer un rôle depuis trop longtemps ? « Grand-père, ça va. » Elina le rejoignit, inquiète. « Oui, ma puce. Je crois que j'ai juste eu besoin de dire la vérité pour une fois. J'ai trouvé ça génial. Tu as vu la tête de maman ? Et Madame Delacroix qui ne savait plus où se mettre. » Henri sourit tristement. Sa petite fille ne comprenait pas encore les implications de son geste. Dans le monde de Céline, ce qu'il venait de faire équivalait à une déclaration de guerre sociale. Il saisit le plateau de cristaux autrichiens, ces précieux verres qui symbolisaient tant pour sa belle-fille. En se dirigeant vers le salon, il entendait Céline qui tentait de minimiser l'incident. « Vous savez comment sont les personnes âgées ?» disait-elle avec un rire forcé. «
Parfois, papa Henri a des lubies. En réalité, il était consultant financier avant sa retraite. Mais depuis quelque temps, il s'amuse à prétendre qu'il... C'est à ce moment précis qu'Henri trébucha. Plus tard, il ne saurait jamais dire si c'était vraiment un accident ou si son subconscient avait orchestré cette chute. Toujours est-il que le plateau lui échappa des mains et que les 12 verres en cristal autrichien explosèrent sur le carrelage du salon dans un fracas épouvantable. Le silence qui suivit était assourdissant. 30 paires d'yeux fixaient les débris étincelants éparpillés au pied d'Henri, qui se tenait immobile. Le plateau vide entre les mains. « Non !» murmura Céline, le visage décomposé. « Non, non, non !» Henri se pencha pour ramasser les morceaux, mais Céline bondit vers lui comme une furie. « N'y touche pas !» hurla-t-elle, abandonnant toute retenue sociale. « Tu as déjà fait assez de dégâts comme ça. » Céline. « Calme-toi !» tenta Julien, mortifié par la scène qui se déroulait devant leurs invités. « Me calmer, me calmer !» La voix de Céline montait dans les aigus. « Tu sais combien coûtaient de ces verres ? 3 mois de ton salaire, 3 mois. Et ce vieux ?» Elle s'arrêta, se rendant compte qu'elle était sur le point de dire quelque chose d'irréparable devant tout le gratin montpelliérain. Mais la colère avait pris le dessus sur la raison. « Chérie, s'il te plaît !» supplia Julien. « Non, j'en ai assez, assez. » Céline se tourna vers Henri, les yeux brillants de rage et d'humiliation. « Chaque jour, je dois supporter ta présence. Chaque soirée, je dois t'expliquer, t'excuser, te cacher. Et maintenant tu débarques devant mes invités en racontant que tu es marchand de bonbons et tu détruis ma vaisselle. » L'assemblée assistait à cette explosion avec un mélange de fascination et d'embarras. Personne n'osait bouger, comme hypnotisé par ce naufrage social en temps réel. « Céline, arrête maintenant !» implora Julien. Mais elle était lancée, et 45 ans de frustration sociale explosaient enfin au grand jour. « Tu veux savoir la vérité ?» cria-t-elle, en se tournant vers ses invités pétrifiés. « Voilà la vérité. Cet homme vit à nos crochets depuis 5 ans. Il n'a pas un sou, pas de retraite digne de ce nom, et nous devons tout payer pour lui. Et en échange, il nous fait honte à chaque occasion. Maman, tais-toi. » Elina était devenue livide. « Non, ma fille. Il est temps que tu saches qui est vraiment ton grand-père. Un poids mort qui nous empêche d'avancer. » Henri se tenait toujours immobile au milieu des débris de cristal, encaissant chaque mot comme un coup de poignard. Autour de lui, 30 visages le regardaient, avec un mélange de pitié et de gêne. « Chérie, ça suffit. » Julien tentait une dernière fois d'arrêter le massacre. « Ça suffit. » Céline se tourna vers son mari, les yeux injectés de sang. « Tu as raison, ça suffit. Je n'en peux plus de faire semblant. Choisis, Julien. Choisis maintenant. C'est lui ou moi. » Le silence qui suivit cet ultimatum était si pesant qu'on entendait les battements de cœur de chacun. Henri regardait son fils, espérant contre tout espoir qu'il prendrait sa défense, qu'il dirait enfin stop à cette femme qui les humiliait tous les deux. Mais Julien baissa les yeux. « Papa, » murmura-t-il d'une voix brisée, « peut-être que tu devrais, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu... » Il ne termina jamais sa phrase. Mais Henri avait compris. Son propre fils venait de choisir. Sans un mot, Henri posa le plateau vide sur une table et se dirigea vers l'escalier. Derrière lui, Céline tentait déjà de rattraper la situation auprès de ses invités, inventant des excuses sur les difficultés de la vieillesse et les moments de confusion. « Grand-père, attends !» Elina courut derrière lui, les larmes aux yeux. « Retourne auprès de tes parents, ma chérie. »« Non, ce qu'elle a dit, c'est dégoûtant. Je ne veux plus lui parler. » Henri s'arrêta et prit le visage de sa petite fille entre ses mains ridées. « Elina, ta mère a ses raisons, ne la juge pas trop durement. » Mais au fond de lui, en montant vers sa chambre pour faire ses bagages, Henri savait qu'une ligne rouge venait d'être franchie. Pour la première fois en 45 ans, il se demandait si le moment n'était pas venu de révéler enfin qui il était vraiment. Les débris de cristal dans le salon n'étaient rien comparés aux illusions qui venèrent de voler en éclats dans le cœur d'un vieil homme invisible. L'appartement que Henri avait loué rue des Étudiants sentait l'humidité et les années d'abandon. 2 pièces sombres au 3e étage d'un immeuble délabré, avec vue sur une cour intérieure où traînaient des poubelles éventrées et des vélos rouillés, pour un homme qui possédait secrètement plusieurs millions d'euros, c'était d'une ironie cruelle. Henri posa sa valise fatiguée sur le lit grinçant et regarda autour de lui.
un mobilier défraîchi des années 80, un réfrigérateur qui ronronnait comme un vieux chat asthmatique, des rideaux jaunis par la nicotine des anciens locataires, il avait choisi cet endroit volontairement, par une forme de masochisme qui lui était devenue naturelle après tant d'années de pénitence auto-imposée. La première nuit fut un calvaire, allongé sur un matelas qui avait connu des jours meilleurs. Henri fixait le plafond fissuré en repensant aux mots de Céline. Un poids mort qui nous empêche d'avancer. Ces paroles résonnaient en boucle dans sa tête, comme un disque rayé qui refuse de s'arrêter. Il se leva vers 3 heures du matin, incapable de trouver le sommeil, et se dirigea vers la fenêtre. En bas, Montpellier dormait paisiblement, ignorant le drame silencieux d'un vieil homme qui questionnait 45 ans de sa propre existence. Pour la première fois depuis la mort de Claire, Henri se sentait vraiment seul. Les premiers jours passèrent dans une routine mélancolique. Le matin, Henri descendait acheter son pain chez le boulanger du coin, un homme bourru qui ne lui adressait jamais la parole. L'après-midi, il se promenait dans les rues de Montpellier, observant les passants avec cette acuité particulière que développent les personnes isolées. Le soir, il réchauffait un plat préparé devant sa télévision, en évitant soigneusement les chaînes qui diffusaient des programmes familiaux. C'est le jeudi de sa première semaine de solitude qu'Elina débarqua à l'improviste. Grand-père, elle tambourinait à sa porte avec l'énergie de ses 15 ans. « Je sais que tu es là. Ouvre-moi. » Henri ouvrit, le cœur serré de voir sa petite fille, les yeux rougis par les larmes. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu trouvé mon adresse? » J'ai fouillé dans les papiers de papa. Elle entra en trombe et regarda autour d'elle avec consternation. « Grand-père, tu ne peux pas vivre dans un endroit pareil. C'est horrible. C'est temporaire, Elina. Le temps de me retourner. Te retourner. Tu as 83 ans. Tu ne vas quand même pas recommencer une nouvelle vie. » Henri la fit asseoir sur l'unique chaise de la cuisine et lui prépara un chocolat chaud avec les moyens du bord. Il observait le visage de sa petite fille, si semblable à celui de Claire au même âge, et sentait son cœur se fendre. « Raconte-moi ce qui se passe à la maison. »« C'est l'enfer », explosa Elina. « Maman fait comme si rien ne s'était passé, mais papa est complètement déprimé. Il n'arrête pas de culpabiliser. Hier soir, je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. » Henri ferma les yeux. Il n'avait jamais voulu faire du mal à Julien. Son fils était resté pris entre deux feux, incapable de choisir entre sa femme et son père. « Et toi, comment vas-tu ? » ?»« Moi, je ne parle plus à maman. Je refuse même de manger à table avec elle, grand-père. Ce qu'elle t'a dit l'autre soir, c'était dégoûtant. Comment peut-elle traiter son propre beau-père comme ça ? Ta mère a ses raisons. Ma chérie, elle vient d'un milieu modeste et elle a peur de retomber dans la pauvreté. Ma présence lui rappelle ce qu'elle essaie de fuir. Arrête de la défendre. Elle t'a humiliée devant 30 personnes. Henri sirota son café en réfléchissant. Il y avait tant de choses qu'Elina ne savait pas, tant de secrets qui empoisonnèrent sa famille depuis des décennies. Pour la première fois, il se demanda s'il n'était pas temps de dire la vérité, au moins à sa petite fille. « Elina, j'ai quelque chose à te raconter, quelque chose d'important. » « Quoi ?» Henri hésita. Par où commencer ? Comment expliquer à une adolescente qu'il avait vécu dans le mensonge pendant presque toute sa vie d'adulte ? « Tu sais, parfois les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Je ne comprends pas. Moi non plus, ma chérie, moi non plus. » Finalement, Henri n'osa pas se confier. Comment briser d'un coup 45 ans de mensonges ? Comment révéler à Elina qu'il possédait assez d'argent pour offrir à toute la famille une vie de luxe ? Alors qu'elle venait de le voir dans ce taudis minable, Elina repartit en promettant de revenir. Et Henri se retrouva seul avec ses pensées. Cette visite avait remué des émotions qu'il croyait enfouies. La colère, notamment, une colère contre Céline, bien sûr, mais aussi contre lui-même, contre cette lâcheté qui l'avait conduit à accepter l'inacceptable pendant si longtemps. Le samedi suivant, en faisant ses courses au supermarché, Henri tomba sur un journal qui traînait sur un banc. En première page, un entrefilet attira son attention. Décès de Pierre Moreau, ancien dirigeant de Saint-Raphaël. Henri sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lourdement sur le banc et lut l'article avec attention. Pierre Moreau, l'homme qui l'avait fait chanter pendant des décennies, était mort d'un infarctus 3 jours plus tôt, à l'âge de 86 ans. Les mains tremblantes, Henri continua sa lecture. L'article mentionnait que Moreau était le dernier survivant de l'équipe dirigeante de Saint-Raphaël,
La compagnie minière ayant fermé définitivement ses portes en 1995, après de multiples scandales financiers, Henri posa le journal et regarda autour de lui, comme s'il voyait le monde pour la première fois. Pierre Moreau était mort. Les autres dirigeants de Saint-Raphaël avaient disparu depuis des années. Personne n'était plus au courant de son secret, personne ne pouvait plus faire du mal à sa famille. Pour la première fois en 45 ans, Henri Lemoine était libre. Cette révélation le frappa avec la force d'un coup de tonnerre. Il était libre. Libre de révéler sa fortune, libre d'aider sa famille, libre de vivre enfin sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais en même temps, cette liberté nouvelle le terrifiait. Que faire de cette vérité? Comment l'utiliser? Et surtout, comment réparer 45 années de mensonges et d'humiliation? Henri rentra chez lui d'un pas chancelant. Le journal serré contre sa poitrine, dans son appartement minable, il sortit d'une vieille valise des documents qu'il n'avait pas regardés depuis des mois. Ses relevés bancaires secrets, ses certificats d'investissement, toutes les preuves de cette fortune qu'il avait accumulée dans l'ombre. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués. 8,5 millions d'euros. C'était le montant exact de son patrimoine, fruit de 45 années de versements secrets et d'investissements judicieux. Assez pour acheter 10 villas comme celle de Julien, assez pour transformer la vie de toute sa famille. Henri s'assit sur son lit et pleura. Il pleura sur toutes ces années perdues, sur l'humiliation de Céline, sur la lâcheté de Julien, sur sa propre couardise, qui l'avait conduit à gâcher tant d'opportunités de bonheur familial. Mais au milieu de ses larmes, quelque chose d'autre naissait, une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis des décennies. La mort de Pierre Moreau n'était pas seulement la fin d'un cauchemar, c'était le début d'une renaissance. Henri Lemoine, l'homme invisible, le marchand de bonbons humilié, le beau-père encombrant, était sur le point de mourir. À sa place allait naître un homme nouveau, un homme qui avait enfin le courage d'assumer qui il était vraiment. Le lendemain matin, Henri se regarda dans le miroir fissuré de sa salle de bain. Son reflet lui renvoyait l'image d'un vieil homme fatigué, mais dans ses yeux brillait maintenant une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Il est temps », murmura-t-il à son reflet. « Il est grand temps ». Il avait une décision à prendre, et pour la première fois depuis des décennies, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il allait chercher de l'aide, quelqu'un qui pourrait l'aider à transformer cette fortune secrète en outil de justice et de rédemption. Car Henri Lemoine ne voulait plus seulement révéler son secret, il voulait l'utiliser pour enseigner à sa famille une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le cabinet d'avocats Lefebvre en Associés occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien du centre-ville de Montpellier, rien d'ostentatoire, une plaque discrète en laiton, des fenêtres donnant sur une rue tranquille et une façade qui respirait le sérieux professionnel sans prétention. Henri avait choisi cette adresse après avoir consulté l'annuaire, attiré par sa simplicité même. Monsieur Lemoine. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années au sourire bienveillant, leva les yeux de son ordinateur. « Maître Lefebvre va vous recevoir dans quelques minutes. » Henri s'assit dans la salle d'attente. Les mains moites malgré sa détermination, il avait passé 3 jours à répéter mentalement ce qu'il allait dire. Mais maintenant que le moment était venu, les mots lui semblaient dérisoires. Comment expliquer 45 ans de mensonges en quelques phrases cohérentes? Monsieur Lemoine, une femme d'une 30aine d'années, se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux châtains attachés en chignon strict, portant un tailleur noir, sobre mais élégant. Justine Lefebvre correspondait exactement à l'image qu'Henri s'était faite d'elle après leurs brefs échanges téléphoniques. Professionnelle, directe, sans fioriture. « Bonjour maître, merci de me recevoir si rapidement. »« Je vous en prie. »« Entrez, je vous prie. » Le bureau de Justine était à l'image de sa propriétaire, fonctionnel, organisé, avec juste ce qu'il fallait de touches personnelles pour éviter la froideur, quelques photos de famille sur l'étagère, une plante verte près de la fenêtre, des diplômes sobrement encadrés au mur. « Alors, monsieur Lemoine, vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des problèmes avec votre pension de retraite. » Henri s'installa dans le fauteuil en face du bureau et prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. « En réalité, maître, j'ai menti. Je n'ai aucun problème avec ma pension. » Justine fronça les sourcils. Intriguée, mais pas encore méfiante. « Je vous écoute. J'ai un problème beaucoup plus complexe, et j'avoue que je ne sais pas par où commencer. Le commencement est souvent un bon endroit, » dit Justine avec un sourire qui se voulait rassurant.
Henri la regarda dans les yeux. Il y lut de la curiosité, de la patience, et surtout cette qualité rare chez les professionnels du droit, de la compassion authentique. « Maître, que feriez-vous si vous découvriez que vous avez vécu un mensonge pendant 45 ans? Un mensonge qui a empoisonné votre famille, détruit vos relations et transformé votre existence en mascarade. Je pense que je chercherai d'abord à comprendre pourquoi ce mensonge était nécessaire. Puis j'essaierai de trouver un moyen de dire la vérité sans faire trop de dégâts. Et si ce mensonge concernait beaucoup d'argent ?» Justine se redressa légèrement dans son fauteuil. Son instinct d'avocate commençait à s'éveiller. « Monsieur Lemoine, de combien d'argent parlons-nous » Henri sortit de sa veste intérieure une enveloppe Kraft qu'il posa sur le bureau. 8,5 millions d'euros. Le silence qui suivit cette déclaration fut si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Justine regardait l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. « Monsieur Lemoine, j'espère que vous n'êtes pas en train de me dire que cet argent provient d'activités illégales ? » ?»« Non, maître. Enfin, pas exactement. » Henri se passa la main dans les cheveux. « C'est compliqué, très compliqué. J'ai du temps, et j'ai l'habitude des histoires compliquées. » Alors Henri raconta tout. Sa découverte de la corruption chez Saint-Raphaël en 1980, les menaces de Pierre Moreau, l'accord secret, les versements mensuels, sa peur constante pour la sécurité de sa famille. Il parla de Claire, qui le suppliait d'aller voir la police, de ses propres terreurs nocturnes, de ses décennies passées à vivre comme un pauvre, tout en possédant une fortune qui grossissait en secret. Justine l'écoutait sans l'interrompre, prenant parfois des notes, hochant la tête quand Henri s'arrêtait pour chercher ses mots. Son visage ne trahissait aucun jugement, seulement une concentration professionnelle intense. « Et maintenant, » continua Henri, « Pierre Moreau est mort. Tous les dirigeants de Saint-Raphaël ont disparu. Il n'y a plus personne pour menacer ma famille. Mais moi, je vis dans un taudis, et ma belle-fille me traite comme un parasite parce qu'elle croit que je n'ai pas un sou. Qu'attendez-vous de moi exactement, monsieur Lemoine? De l'aide pour sortir de ce cauchemar, pour légaliser cette situation, et peut-être pour donner une leçon à ma famille sur la véritable valeur des choses. » Justine ouvrit l'enveloppe et examina les documents. Relevés bancaires suisses, certificats d'investissement, correspondance avec des gestionnaires de patrimoine, tout semblait authentique et parfaitement en ordre. « Monsieur Lemoine, d'un point de vue strictement légal, vous n'avez rien fait de répréhensible. Vous avez accepté de l'argent en échange de votre silence sur des faits de corruption, mais vous n'avez pas participé à cette corruption. Les versements se sont arrêtés depuis longtemps, et cet argent vous appartient légitimement. Vraiment, vraiment. Par contre, nous allons devoir régulariser votre situation fiscale. Avec les intérêts et les pénalités, vous devrez probablement verser environ 2 millions au fisc français. » Henri eut un sourire amer. « Il me restera 6,5 millions. Je pense que je pourrai m'en sortir. » Monsieur Lemoine, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a décidé à révéler votre secret maintenant, après tant d'années ? Henri réfléchit un instant avant de répondre. Ma belle-fille m'a dit devant 30 personnes que j'étais un poids mort qui empêchait ma famille d'avancer. Mon fils a choisi de la soutenir plutôt que de me défendre. Et pour la première fois en 45 ans, j'ai eu envie de leur prouver qu'ils se trompaient. Et comment voulez-vous leur prouver ça ? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je fais appel à vous. Justine se leva et alla regarder par la fenêtre. Dans la rue, les passants vaquaient à leurs occupations, ignorant que dans ce bureau se jouait peut-être l'un des retournements de situation les plus spectaculaires de l'année. « Monsieur Lemoine, je vais être franche avec vous. Votre histoire me touche énormément. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui ait porté un tel fardeau pendant si longtemps par amour pour sa famille. Merci, maître. Mais je dois vous mettre en garde. La révélation de votre fortune va provoquer un séisme dans votre famille. Êtes-vous prêt à assumer les conséquences ? » Henri pensa à Céline, à ses humiliations quotidiennes, à son mépris affiché. Il pensa à Julien, qui n'avait jamais trouvé le courage de défendre son père. Il pensa à Elina, la seule qu'il aimait pour ce qu'il était vraiment. « Maître, j'ai 83 ans. J'ai gâché assez de temps. Si ma famille ne peut pas m'accepter telle que je suis vraiment, alors peut-être qu'il est temps de changer de famille. » Très bien. Dans ce cas, nous allons commencer par régulariser votre situation. Ensuite, nous verrons comment vous voulez utiliser cette révélation. Combien de temps cela prendra-t-il ? Quelques semaines pour les aspects légaux pour le reste.
Justine sourit. Cela dépendra entièrement de vous, monsieur le moine. Henri se leva pour partir, mais Justine le retint. Monsieur le moine, puis-je vous demander une dernière chose? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné la force de porter ce secret si longtemps? Henri réfléchit longuement avant de répondre. L'amour, maître. L'amour pour ma famille. Même si parfois cet amour ressemblait davantage à de la lâcheté. Et maintenant, je pense qu'il est temps que l'amour ressemble davantage à du courage. En quittant le cabinet, Henri se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Pour la première fois, quelqu'un connaissait son secret et ne le jugeait pas. Mieux encore, quelqu'un allait l'aider à transformer ce secret en outil de justice. La renaissance d'Henri Lemoine venait de commencer officiellement. 3 semaines après sa première rencontre avec Justine, Henri découvrait un monde qu'il avait oublié. Celui du pouvoir financier, assis dans le bureau feutré de la banque privée de Montpellier, il signait des documents qui allaient changer le cours de sa vie. Et, sans qu'elle le sache encore, celui de sa famille, Monsieur Lemoine, expliquait Monsieur Bertrand, le conseiller en gestion de patrimoine. Le transfert de vos avoirs suisses est finalisé. Après règlement de votre situation fiscale, vous disposez d'un capital de 6 400 000 €. Souhaitez-vous que nous procédions aux acquisitions que vous avez demandées? Henri regarda la liste qu'il avait préparée avec Justine. Chaque ligne représentait un coup dans son plan méticuleux de renaissance. Oui, commençons par les parts de la concession automobile Pradel & Fils. C'est l'entreprise où travaille votre fils. N'est-ce pas? En effet, Henri ne précisa pas que Julien ignorait tout de cette acquisition imminente. La concession traversait une période difficile et les propriétaires cherchaient discrètement des investisseurs. Pour 600 000 €, Henri pouvait en devenir l'actionnaire majoritaire. Ensuite, il y a cette propriété hypothéquée rue des Oliviers. Ah oui, la Villa Lemoine. Nous avons contacté la banque créditrice. Ils sont ravis de céder cette créance. Pour 400 000 €, vous deviendrez propriétaire de l'hypothèque. Henri sourit intérieurement. Céline n'avait jamais su que leur maison était hypothéquée jusqu'au toit. Julien avait caché cette réalité pour préserver l'image de réussite que sa femme s'efforçait de maintenir. Bientôt, Henri détiendrait les clés financières de leur existence. Pendant qu'Henri orchestrait discrètement sa stratégie, la vie de Céline commençait à basculer de manière inexplicable. Tout avait commencé par des détails apparemment anodins, un rappel de la banque concernant un retard de paiement qu'elle était certaine d'avoir effectué, une facture d'assurance soudainement majorée, des frais bancaires qui s'accumulaient mystérieusement. « Julien, tu es sûr d'avoir payé les traites de la voiture ce mois-ci » demanda-t-elle en fouillant nerveusement dans leurs papiers administratifs. « Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui te prend? Il y a quelque chose qui cloche. Regarde ça. La banque dit qu'on a un découvert de 3 000 €, mais selon mes calculs, on devrait être largement dans le vert. » Julien examina les relevés avec inquiétude. Depuis le départ de son père, il avait du mal à se concentrer au travail. Rongé par la culpabilité de l'avoir laissé partir sans se battre pour lui, « Je vais appeler la banque demain matin. » Mais l'appel ne résolut rien. Pire, le conseiller bancaire mentionna des changements dans la structure de votre crédit immobilier, qu'il ne put expliquer précisément au téléphone. Parallèlement, Elina continuait ses visites clandestines chez son grand-père. Elle avait remarqué des changements subtils dans son appartement, des vêtements neufs dans l'armoire, une alimentation plus variée dans le réfrigérateur, et surtout cette lueur nouvelle dans les yeux d'Henri qui l'intriguait profondément. « Grand-père, tu as l'air différent depuis quelques jours. »« Différent comment ? » ?»« Je ne sais pas, plus énergique, comme si tu préparais quelque chose. » Henri sourit en préparant le goûter de sa petite fille. Elina avait toujours été la plus perspicace de la famille. « Tu sais, ma chérie, parfois les vieilles personnes dessinent qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Tu vas déménager. Peut-être ? Ou peut-être que c'est le monde autour de moi qui va changer. » Elina le regardait avec ses yeux interrogateurs de l'adolescence, sentant qu'il y avait là un mystère qu'elle n'arrivait pas à percer. « Maman continue à faire comme si tu n'existais pas. Papa est déprimé en permanence. Et moi, j'en ai marre de cette atmosphère à la maison. Ça va s'arranger ? Elina, fais-moi confiance. » Comment tu peux en être sûre ? Henri posa sa main ridée sur celle de sa petite fille. Parce que parfois, la vérité finit par triompher, même quand on l'a enterrée très profondément. Cette même semaine, les problèmes de Céline s'intensifièrent de manière alarmante. D'abord,
Julien reçut une convocation de son directeur. « Julien, asseyez-vous. Nous devons parler. » Monsieur Pradel-Père, 68 ans et patron historique de la concession, avait l'air embarrassé. « Il y a eu des changements dans l'actionnariat de notre entreprise. Nous avons un nouvel investisseur majoritaire. » « Comment ça, majoritaire ? 51% des parts ont été rachetées. C'est légal. Tout est en ordre. Mais cela va peut-être impliquer des restructurations. » Julien sentit son estomac se nouer. Dans le contexte économique actuel, restructuration était souvent synonyme de licenciement. Qui est ce nouvel actionnaire, un certain Henri Lemoine? Vous portez le même nom? C'est curieux, non? Le sang de Julien se glaça. Henri Lemoine, son père? Impossible, c'était forcément une coïncidence. Est-ce que vous pourriez me donner plus de détails sur cette personne? Tout ce que je sais, c'est que c'est un homme âgé, représenté par un cabinet d'avocats montpelliérain. Il demande à rencontrer tout le personnel dirigeant la semaine prochaine. Julien rentra chez lui complètement chamboulé. Comment annoncer à Céline qu'il risquait de perdre son emploi? Comment lui dire que leur situation financière, déjà précaire, pourrait empirer? Tu es pâle comme un linge, remarqua Céline en le voyant arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des problèmes à la concession, il y a un nouveau propriétaire et il va peut-être y avoir des changements. Quel genre de changements? Je ne sais pas encore. Des restructurations, probablement. Céline s'effondra dans le canapé, comme si elle n'avait pas assez de soucis avec ces mystérieux problèmes bancaires qui s'accumulaient. Julien, on ne peut pas se permettre que tu perdes ton travail. Pas maintenant. Tu sais dans quel état sont nos finances. Je sais, chérie, je vais me battre. Et puis, ce n'est peut-être rien. Le nouveau propriétaire veut juste faire connaissance. Mais Céline n'était pas dupe. Elle sentait que leur monde soigneusement construit commençait à s'effriter. Sans comprendre pourquoi, ni comment, le vendredi soir, elle appela sa meilleure amie, Isabelle Moreau. « Isabelle, tu peux venir, j'ai besoin de parler à quelqu'un. » « Qu'est-ce qui se passe? » « Tout s'écroule. Julien va peut-être perdre son travail. On a des problèmes d'argent inexpliqués. Et en plus, depuis que j'ai viré le père de Julien, Elina ne me parle plus. Tu as viré ton beau-père. C'était devenu invivable, Isabelle. Tu n'imagines pas l'humiliation que je subissais à cause de lui, un marchand de bonbons. Tu te rends compte? Où est-il maintenant? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Dans un appartement minable quelque part, bon débarras. Isabelle restait silencieuse au bout du fil. Elle avait toujours trouvé Henri Lemoine charmant et digne lors des rares fois où elle l'avait rencontré. « Céline, tu ne penses pas que tous ces problèmes pourraient être liés? Je veux dire, parfois la vie nous envoie des signaux. Des signaux, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas, karma, justice. Il paraît que l'univers a une drôle de façon de rétablir l'équilibre. Tu délires complètement? Qu'est-ce que le départ d'un vieil homme sans le sou pourrait avoir comme impact sur ma vie? » Cette question allait trouver sa réponse plus tôt que Céline ne l'imaginait. Car pendant qu'elle se lamentait au téléphone, Henri était en réunion avec Justine, finalisant les derniers détails de son plan. Sur la table s'étalèrent les contrats d'acquisition, les documents hypothécaires, et une liste soigneusement établie des prochaines étapes. « Tout est en place, monsieur Lemoine », confirmait Justine. « Vous contrôlez maintenant l'emploi de votre fils et l'hypothèque de leur maison. La prochaine phase peut commencer quand vous le souhaitez. »« Parfait, il est temps que ma famille apprenne qui je suis vraiment. Comment comptez-vous procéder ?» Henri sourit. Et pour la première fois depuis des décennies, ce sourire n'avait rien de triste. « Avec élégance, maître, avec élégance. » Le vieil homme invisible s'apprêtait à réapparaître, mais cette fois, il ne passerait plus inaperçu. Elina poussa la porte de l'appartement de son grand-père, avec sa clé habituelle, mais s'arrêta net en découvrant la scène qui l'attendait. Henri était assis à sa petite table de cuisine, entouré d'une montagne de documents qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des papiers officiels, des relevés bancaires, des contrats, et au milieu de tout cela, une calculatrice et un carnet où s'alignaient des chiffres qui lui donnaient le vertige. « Grand-père, qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers ?» Henri leva les yeux, surpris. Il était si absorbé qu'il n'avait pas entendu Elina arriver. Pendant une fraction de seconde, il eut envie de tout cacher, de continuer à jouer le rôle du grand-père sans ressources, mais en voyant le regard confiant et aimant de sa petite fille, il réalisa que le moment était venu. « Assieds-toi, ma chérie, il faut qu'on parle. Tu as des ennuis, c'est à cause de maman. Elle te fait des difficultés pour ton appartement.
Non, Elina, ce n'est pas ce que tu crois. Henri rassembla les documents et les mit de côté, gardant seulement un relevé bancaire qu'il posa devant sa petite fille. Regarde ce papier et dis-moi ce que tu vois. Elina examina le document, fronçant les sourcils pour comprendre ces colonnes de chiffres officiels. C'est un relevé de compte avec beaucoup de zéros. Elle compta mentalement. Grand-père, il y a une erreur sur ce papier. Il y a marqué plus de 6 millions d'euros. L'imprimante a dû déconner. Il n'y a pas d'erreur, ma chérie. Comment ça, pas d'erreur? Tu veux dire que c'est ton compte? Henri hocha la tête lentement, observant la réaction de sa petite fille. Il vit l'incrédulité, puis la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elina, j'ai vécu un mensonge pendant 45 ans. Un mensonge qui était censé protéger ma famille, mais qui a fini par la détruire. Je ne comprends pas. Si tu as tout cet argent, pourquoi tu vends des bonbons dans la rue? Pourquoi tu vis dans cet appartement minable? Pourquoi tu laisses maman te traiter comme ça? Les questions d'Elina se bousculaient. Chacune plus logique et douloureuse que la précédente, Henri prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire depuis le début, l'affaire Saint-Raphaël, le chantage, les paiements secrets, la peur constante pour sa famille, et enfin la mort récente de Pierre Moreau qui l'avait libéré de ce cauchemar. Elina l'écoutait bouche bée, ses yeux d'adolescente s'agrandissant à mesure que l'ampleur de la situation lui apparaissait. « Mais grand-père, ça veut dire que pendant toutes ces années, tu as laissé maman t'humilier alors que tu pouvais lui acheter 10 maisons comme la nôtre. C'est plus compliqué que ça. Ma chérie, non, c'est simple. Tu es riche, riche à millions, et nous, on vit en comptant chaque centime. Papa s'épuise au travail, maman s'endette pour ses robes, et toi, tu joues les pauvres. » La voix d'Elina montait, mélange de colère et d'incompréhension. « Elina, calme-toi, me calmer. Tu te moques de moi. Pendant 15 ans, j'ai cru que mon grand-père était un vendeur de bonbons sans le sou. J'ai eu pitié de toi, j'ai défendu ton petit commerce devant mes copines, et en fait, tu es quoi exactement? Un millionnaire qui s'amuse à jouer les miséreux? » Henri sentit son cœur se briser devant la déception de sa petite fille. Il avait anticipé beaucoup de réactions, mais pas cette colère blessée. « Elina, j'ai eu peur. Peur pour vous, peur pour votre sécurité. Ces hommes avaient menacé votre grand-mère, ton père. Mais ils sont morts maintenant. Tu l'as dit toi-même. Alors pourquoi tu continues cette comédie? Parce que je ne savais pas comment arrêter. Parce que j'avais honte. Honte d'avoir accepté cet argent. Honte d'avoir menti si longtemps. Honte de voir ce que ma lâcheté avait fait de ma famille. » Elina se leva et fit les 100 pas dans la petite cuisine, ses mains tremblant de rage et d'émotion. « Tu sais ce que ça veut dire? Grand-père, ça veut dire que chaque fois que maman t'a humilié, chaque fois qu'elle t'a traité comme un fardeau, chaque fois qu'elle a eu honte de toi, tu aurais pu l'arrêter. Tu aurais pu lui clouer le bec d'un seul mot. Oui. Et papa qui culpabilise depuis des semaines parce qu'il n'arrive pas à te donner plus d'argent. Papa qui se tue au travail pour nous faire vivre décemment. Tu sais qu'il pleure parfois, le soir, parce qu'il a l'impression d'être un mauvais fils. Je sais. Alors pourquoi? Henri regarda sa petite fille, cette adolescente courageuse qui n'avait jamais eu peur de dire la vérité. Même quand elle dérangeait, comment lui expliquer la complexité d'une situation qu'il avait lui-même du mal à comprendre? Parce que j'étais devenu prisonnier de mon propre mensonge, Elina. Et parce que, d'une certaine façon, cette humiliation était devenue ma punition. Je pensais que je méritais d'être traitée comme ça pour avoir accepté cet argent sale. Mais cet argent, il n'est pas sale, tu n'as rien volé, tu as juste gardé le silence pour protéger ta famille. Je sais, c'est ce qu'a dit mon avocate aussi. Ton avocate. Elina s'arrêta net. Tu as pris une avocate. Justine Lefebvre, c'est elle qui m'aide à régler la situation. Quelle situation? Henri hésita. Devait-il révéler à Elina l'ampleur de son plan de vengeance? Était-elle assez mûre pour comprendre ce qu'il préparait? Elina, ta mère m'a dit que j'étais un poids mort qui empêchait ma famille d'avancer. Elle l'a dit devant 30 personnes, en me jetant dehors comme un chien. Je pense qu'il est temps qu'elle apprenne qui je suis vraiment. Tu vas le lui dire? Pas seulement le lui dire, le lui prouver. Elina s'assit en face de son grand-père, ses yeux brillants d'une curiosité nouvelle. Comment? J'ai racheté la concession où travaille ton père. J'ai racheté l'hypothèque de votre maison.
Et bientôt, ta mère va découvrir que sa vie dépend entièrement de cet homme qu'elle méprise tant. Tu veux dire que papa pourrait perdre son travail si tu le décides, oui, et que vous pourriez perdre la maison. Si je le voulais, oui. Elina resta silencieuse pendant de longues minutes, digérant ces informations explosives. Henri l'observait, essayant de deviner ses pensées. « Grand-père, qu'est-ce que tu attends de moi ?»« Rien. Ma chérie, tu n'as rien à voir avec mes problèmes d'adulte. Si, j'ai tout à voir. C'est ma famille aussi. Et si tu as l'intention de détruire mes parents, j'ai le droit de savoir. Je ne veux détruire personne, Elina. Je veux juste rétablir la vérité et peut-être donner une leçon d'humilité à ta mère. Et papa. Il va en baver aussi. » Henri soupira. C'était effectivement le point faible de son plan. Julien allait souffrir des conséquences de ses révélations, alors qu'il n'était coupable que de faiblesse. Ton père devra faire des choix, Elina, comme il en a fait un le soir où ta mère m'a jeté dehors. Il regrette. Tu sais, il regrette vraiment. Je sais, mais les regrets ne suffisent pas toujours. Elina se leva et alla regarder par la fenêtre, observant la rue où passèrent des gens ordinaires, avec des vies ordinaires, ignorant que dans cet appartement se jouait un drame familial d'une ampleur qu'il ne pouvait imaginer. « Grand-père, je peux te demander quelque chose, tout ce que tu veux, quand tu vas révéler ton secret, quand tu vas leur montrer qui tu es vraiment. Est-ce que ça changera quelque chose entre nous ?» Henri se leva et alla prendre sa petite fille dans ses bras. « Toi, ma chérie, tu es la seule personne dans cette famille qui m'ait aimée pour ce que je paraissais être. Pas pour ce que j'avais, ça ne changera jamais rien entre nous. Même si je décide de rester avec mes parents, même si tu décides de rester avec tes parents. » Elina se blottit contre son grand-père, partageant pour la première fois le poids de ce secret énorme. « Quand est-ce que tu vas le faire ?»« Bientôt. »« Très bientôt. Tu as peur ?» Henri réfléchit honnêtement à cette question. « Non. Pour la première fois depuis 45 ans, je n'ai plus peur de rien. »« Elina, tu as choisi ta robe pour samedi ?» La voix de Céline résonnait dans toute la maison avec cette nervosité particulière qui précédait ces grandes occasions. Dans 3 jours, sa fille fêterait ses 16 ans, et Céline avait décidé d'organiser une réception qui marquerait définitivement leur entrée dans la haute société montpelliéraine. « Maman, je t'ai dit que la robe bleu marine me convenait très bien, » répondit Elina depuis sa chambre, sans grand enthousiasme. Depuis sa découverte du secret de son grand-père, l'adolescente vivait dans un état de tension permanent. Chaque repas en famille était un supplice. Chaque conversation anodine avec ses parents lui semblait teintée d'hypocrisie. Comment faire semblant de ne rien savoir quand on porte un secret aussi énorme? « Bleu marine, ma chérie, c'est ton 16e anniversaire. Il faut quelque chose de plus. Festif. J'ai vu une robe magnifique chez Delacroix, en soie rose poudrée. »« Je ne veux pas de robe rose, » coupa Elina avec plus de véhémence qu'elle ne l'aurait voulu. Céline, qui était en train d'inventorier la vaisselle de location dans la salle à manger, s'arrêta net. Depuis quelques semaines, sa fille était devenue irritable, distante, presque hostile. Cette transformation coïncidait curieusement avec le départ de son beau-père, et Céline commençait à se demander si elle n'avait pas sous-estimé l'attachement d'Elina pour son grand-père. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre depuis quelque temps. »« Rien ne va pas. Je veux juste fêter mon anniversaire simplement. » Sans tout ce cirque. Ce cirque. Elina, j'organise cette fête pour toi, pour que tu puisses inviter tes amis, pour que nous puissions célébrer dignement tes 16 ans. Et pour impressionner tes relations, pensa amèrement Elina. Depuis qu'elle connaissait la vérité sur son grand-père, elle voyait les motivations de sa mère sous un jour nouveau, chaque réception, chaque dépense somptuaire, chaque effort pour paraître, lui semblait pathétique. Dans la cuisine, Julien préparait machinalement son café en lisant les journaux. Depuis sa convocation chez son patron, il vivait dans l'angoisse permanente. La rencontre avec le mystérieux Henri Lemoine était prévue pour le lendemain, et l'incertitude le rongeait. « Julien, tu pourrais m'aider au lieu de rester planté là », lança Céline, en transportant une pile d'assiettes. « Excuse-moi chérie, j'étais ailleurs. Tu es toujours ailleurs en ce moment. Cette histoire de nouveau propriétaire te rend complètement parano. » Julien ne répondit pas. Comment expliquer à sa femme que la coïncidence de ce nom, Henri Lemoine, le hantait jour et nuit, que parfois, dans un élan de culpabilité, il se surprenait à espérer que ce soit effectivement son père,
ce qui voudrait dire que le vieil homme avait trouvé un moyen de s'en sortir. Au fait, continua Céline en disposant soigneusement les verres, j'ai eu Isabelle au téléphone. Elle m'a posé des questions bizarres sur ton père. Quel genre de questions? Elle voulait savoir s'il allait bien, où il habitait maintenant. Je lui ai dit que ça ne nous regardait plus. Julien serra les dents. Même maintenant, même quand son père n'était plus là pour les déranger, Céline continuait à parler de lui avec ce mépris qui lui tordait l'estomac. Tu ne penses pas qu'on devrait prendre de ses nouvelles? Pourquoi faire? Pour qu'il revienne s'installer ici? Non merci, j'ai enfin ma maison à moi, ma tranquillité, ma dignité. Je ne vais pas gâcher ça par sentimentalisme. Ce n'est pas du sentimentalisme, Céline, c'est mon père. Ton père était un boulet, Julien, un boulet qui nous empêchait d'avancer. Regarde comme c'est paisible maintenant. Plus de gêne devant nos invités, plus d'explications embarrassantes. Plus de gêne peut-être, mais plus d'argent non plus, murmura Julien. Comment ça? Julien réalisa qu'il venait de dire tout haut ce qu'il pensait tout bas depuis le départ de son père. Leurs difficultés financières s'étaient étrangement aggravées, comme si la présence du vieil homme avait mystérieusement contribué à maintenir un équilibre qu'il n'avait jamais remarqué. Rien, laisse tomber. Mais Céline n'était pas disposée à laisser tomber. Depuis des semaines, elle luttait contre des problèmes d'argent inexpliqués, et l'allusion de son mari venait de toucher un point sensible. « Julien, qu'est-ce que tu insinues? Que ton père nous donnait de l'argent en secret? Je n'insinue rien. Je dis juste que depuis qu'il est parti, tout va de travers. Tout va de travers, parce que tu risques de perdre ton emploi, parce que nous avons quelques difficultés passagères. Ce ne sont que des coïncidences. Mais au fond d'elle-même, Céline commençait à douter. Il y avait effectivement quelque chose d'étrange dans l'accumulation de ces coïncidences. Les problèmes bancaires, les retards de paiement, cette histoire de nouveaux propriétaires à la concession. Et maintenant, Julien qui laissait entendre que son père contribuait financièrement à leur vie de famille. « Elina » appela-t-elle soudainement. « Quoi encore? Viens ici, s'il te plaît. » L'adolescente descendit en traînant les pieds, redoutant ce que sa mère allait lui demander. « Dis-moi la vérité. Est-ce que ton grand-père te donnait de l'argent quand tu allais le voir ?» Elina sentit son cœur s'accélérer. Cette question était un piège mortel. Si elle répondait oui, sa mère voudrait savoir d'où venait cet argent. Si elle répondait non, elle mentirait. Il m'offrait parfois des bonbons de son stand. Rien d'autre. Tu es sûre? Il ne t'a jamais donné d'argent de poche, jamais payé quelque chose pour toi? Non. Maman, grand-père n'avait pas d'argent, tu le répètes assez souvent. Céline scrutait le visage de sa fille, cherchant des signes de mensonge, mais Elina avait hérité du talent familial pour dissimuler la vérité. Et à papa, il n'aidait jamais papa pour les factures. Comment veux-tu qu'il aide papa? Avec l'argent de ses bonbons. Cette réponse sembla rassurer partiellement Céline, mais quelque chose continuait à la tracasser. Une intuition diffuse que tous ces problèmes récents n'étaient pas le fruit du hasard. Le téléphone sonna, interrompant cette conversation tendue. Julien décrocha. « Allô? »« Oui, c'est moi, » commença à reporter. « Mais nous étions convenus de demain. »« Ah, d'accord. Oui, samedi soir, c'est noté. Merci. » Il raccrocha avec une expression perplexe. C'était Monsieur Pradel. La rencontre avec le nouveau propriétaire est reportée à samedi soir. Samedi soir, mais c'est l'anniversaire d'Elina. Je sais. Il a insisté pour que ce soit ce jour-là. Il a dit que Monsieur Henri Lemoine tenait absolument à cette date. Un frisson parcourut l'assemblée. Ce nom, prononcé dans leur propre cuisine, créait un malaise inexplicable. Elina manqua de s'étouffer avec sa tartine. « Henri Lemoine », répéta Céline lentement. « Tu ne trouves pas ça bizarre, cette coïncidence ?» Si, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre qu'une coïncidence? Céline ne répondit pas, mais son instinct lui soufflait que quelque chose d'important lui échappait, quelque chose de potentiellement dangereux pour l'équilibre précaire qu'elle s'efforçait de maintenir. « En tout cas, dit-elle finalement, j'espère que cette réunion ne gâchera pas la fête d'Elina. » Elina, qui avait retrouvé ses esprits, intervint. « Maman, si papa doit partir pendant ma fête, ce n'est pas grave. Les affaires passent avant tout, non. » Il y avait dans sa voix une ironie que seule elle pouvait percevoir. Car elle savait que samedi soir ne serait pas simplement l'anniversaire d'une adolescente, ce serait le jour où sa famille découvrirait enfin la vérité sur Henri Lemoine. « Ne dis pas ça, ma chérie.
Ton anniversaire est important aussi. » « Oh, je suis sûre que ce sera un anniversaire mémorable, » murmura Elina. Pendant ce temps, dans son appartement de la rue des Étudiants, Henri finalisait les derniers préparatifs avec Justine. Sur la table s'étalèrent les documents qui allaient changer le cours de l'histoire familiale, les preuves de ses acquisitions, les papiers de la fondation qu'il s'apprêtait à créer, et le plan précis de sa révélation. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça pendant l'anniversaire de votre petite fille ?» demanda Justine. « C'est le moment parfait. Céline aura réuni tout son petit monde, tous ces gens devant qui elle m'a humiliée. Il faut que la leçon soit publique pour qu'elle soit efficace. Et Elina, comment va-t-elle réagir ?» Henri sourit. Sa petite fille était la seule alliée qu'il avait dans cette affaire, la seule qui comprenait ses motivations. Elina sera parfaite. Elle a toujours eu plus de maturité que ses parents. Alors, nous y allons samedi soir. Nous y allons samedi soir. L'orage qui se préparait depuis des semaines allait enfin éclater, et cette fois, plus rien ne serait jamais comme avant dans la famille Lemoine. Le samedi soir, la villa Lemoine scintillait de 1000 feux. Céline avait dépassé tous ses efforts précédents, guirlandes lumineuses dans le jardin, bouquets de fleurs fraîches dans chaque pièce, buffet somptuaire dressé par le meilleur traiteur de Montpellier. Pour les 16 ans d'Elina, elle avait invité 40 personnes, mélangeant habilement la famille, les amis et surtout ces relations sociales qu'elle cultivait avec tant d'acharnement. « Ma chérie, tu es magnifique », s'extasia Madame Delacroix en embrassant Elina. 16 ans, l'âge de tous les possibles. Elina sourit poliment, mais son cœur battait la chamade. Elle portait finalement sa robe bleu marine, un choix qui avait le mérite d'agacer sa mère et de correspondre à son humeur sombre, car contrairement aux autres invités qui bavardaient joyeusement en sirotant du champagne, elle savait que cette soirée allait virer au cauchemar. « Elina, ma puce ?» Julien l'attira dans un coin du salon. « Je dois m'absenter 1 heure, mais je reviens dès que possible. Cette réunion ne peut pas attendre, malheureusement. » C'est avec le fameux Henri Lemoine. « Oui, tu ne trouves pas ça bizarre, toi, cette coïncidence de noms ?» Elina faillit éclater d'un rire nerveux. Si seulement son père savait à quel point cette coïncidence était parfaitement orchestrée. « Papa, tout va bien se passer. Fais confiance à la vie. Parfois, elle nous réserve de bonnes surprises. » Julien regarda sa fille avec étonnement. Depuis quand cette adolescente de 16 ans était-elle devenue si philosophe ? « Tu as raison, ma chérie. Je reviens vite. » Il embrassa Elina et se dirigea vers la sortie, croisant Céline qui rayonnait au milieu de ses invités. Élise de Montclair venait d'arriver avec son mari. Le couple Dubois était en grande conversation avec le maire adjoint, et même le docteur Lefebvre avait fait l'effort de venir. Céline savourait ce moment de triomphe social. « Tu pars déjà ?» lui demanda-t-elle. « Je n'ai pas le choix, mais je reviens dans l'heure. Promis. Tu ferais mieux ? C'est l'anniversaire de ta fille. » Julien quitta la maison avec un pincement au cœur, ignorant qu'il ne reviendrait pas dans le même état d'esprit. La concession Pradel & Fils s'était plongée dans l'obscurité, à l'exception du bureau directorial où brillait encore une lumière. Julien se gara sur le parking désert, intrigué par cette convocation tardive, mais résigné à découvrir enfin l'identité de ce mystérieux Henri Lemoine, il entra par la porte principale, que M. Pradel avait laissée ouverte, et se dirigea vers le bureau. Des voix étouffées lui parvenaient, celle de son patron, et une autre, plus grave, qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Julien Lemoine ?» La voix l'interpella avant même qu'il n'atteigne la porte. « Oui, c'est moi. Entrez, je vous prie. » Julien poussa la porte et se figea, assis face à M. Pradel, dans un costume 3 pièces impeccable qu'il ne lui avait jamais vu. Se tenait son père, « Papa ?» Le mot sortit dans un souffle, comme si Julien n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Bonsoir, Julien. Assieds-toi. »« S'il te plaît. » Henri était méconnaissable, rasé de frais, les cheveux coupés par un coiffeur professionnel, vêtu d'un costume visiblement coûteux. Il dégageait une autorité naturelle que Julien ne lui avait jamais connue. À côté de lui, une femme élégante d'une 30aine d'années prenait des notes dans un dossier. « Je vous présente Maître Justine Lefebvre, mon conseil juridique. » Julien s'assit machinalement, l'esprit en complet désarroi. « Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi M. Pradel dit que tu es le nouveau propriétaire ? » « Parce que c'est la vérité, Julien. J'ai racheté 51% des parts de cette concession il y a 3 semaines. Mais... »
Avec quel argent? Comment? Henri sortit de sa mallette un dossier qu'il posa devant son fils. Avec mes 8,5 millions d'euros, Julien. Le silence qui suivit cette déclaration fut si pesant qu'on entendait les néons du bureau grésiller au plafond. Julien regardait alternativement son père et le dossier. Incapable de traiter l'information. 8 millions. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte la vérité que j'ai cachée pendant 45 ans. La vérité sur qui je suis vraiment. Et Henri recommença son récit. L'affaire Saint-Raphaël, le chantage, l'argent secret, les décennies de mensonges par peur des représailles. Julien l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux s'agrandissant à mesure que l'ampleur de la situation lui apparaissait. Tu veux dire que pendant toutes ces années, quand Céline te traitait comme un parasite, tu avais en réalité les moyens de nous offrir une vie de millionnaire? Oui. Et tu n'as rien dit? Tu nous as laissé nous endetter, stresser pour l'argent, t'humilier. J'avais peur, Julien, peur pour votre sécurité. Mais maintenant, tu n'as plus peur. Henri regarda son fils dans les yeux. Maintenant, j'ai compris que la véritable menace pour ma famille, ce n'était pas des criminels morts depuis longtemps. C'était moi, mon silence, mes mensonges. Julien se prit la tête dans les mains, essayant d'assimiler cette révélation explosive. Papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour commencer, que tu fasses tes preuves en tant qu'employé, parce que maintenant, c'est moi ton patron. La dureté de cette phrase fit sursauter Julien. Tu vas me licencier. Ça dépend entièrement de toi et de la façon dont tu vas gérer ce qui va se passer ce soir. Ce soir. Henri consulta sa montre. Dans 20 minutes, je vais arriver à la fête d'anniversaire d'Elina et je vais révéler à ta femme devant tous ses invités qui je suis vraiment. Papa? Non, tu ne peux pas faire ça. Pas devant tout le monde. Pourquoi pas? C'est bien devant tout le monde qu'elle m'a humiliée. Mais Elina, tu vas gâcher son anniversaire. Elina est au courant, Julien. Elle sait tout depuis 1 semaine. Cette révélation acheva de déstabiliser Julien. Sa propre fille était complice de son grand-père dans cette affaire. Julien, reprit Henri d'une voix plus douce, je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce qu'il est temps que cette famille apprenne la valeur des choses, la valeur de la loyauté, du respect, de la dignité. Et si Céline ne supporte pas le choc, alors elle montrera sa vraie nature. Et toi, tu devras choisir. Choisir quoi? Entre une femme qui n'aime que les apparences et un père qui t'aime depuis 45 ans. Julien ferma les yeux, écrasé par le poids de cette révélation et de ses implications. Papa, donne-moi juste une chance de lui parler avant, de la préparer. Non, Julien, ta femme va apprendre la vérité comme elle me l'a fait subir, brutalement et publiquement. Henri se leva et rangea ses documents. Maître Lefebvre et moi allons maintenant nous rendre à cette fête. Tu peux venir avec nous ou rester ici, c'est ton choix. Je viens avec vous, dit Julien d'une voix blanche. Pendant qu'Henri transformait la vie de son fils en bureau de la concession, la fête battait son plein Villa Lemoine. Céline évoluait parmi ses invités comme une reine dans sa cour, multipliant les anecdotes spirituelles et les compliments habiles. Elle n'avait jamais été aussi heureuse, aussi fière de sa réussite sociale. « Madame Lemoine, lui dit le maire adjoint, vous devriez organiser plus souvent ce genre de réception. Cela donne une image très positive de notre ville. C'est très aimable à vous. J'avoue que j'adore recevoir. C'est dans ma nature. » Elina observait sa mère depuis le coin du salon, partagée entre la pitié et l'exaspération. Dans quelques minutes, ce château de cartes sociales allait s'effondrer, et elle se demandait comment Céline allait réagir. « Elina, ma chérie, » l'interpella Élise de Montclair. « Ton père n'est pas encore rentré. Il ne devrait plus tarder, madame. J'espère. C'est quand même votre soirée. Si seulement vous saviez. » pensa Elina, à 22 heures précises. La sonnette retentit. Céline alla ouvrir, s'attendant à voir Julien. Mais c'est un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement, qui se tenait sur le seuil, élégamment vêtu, accompagné d'une femme en tailleur professionnel. « Bonsoir Céline. » Cette voix. Céline plissa les yeux, essayant de faire le lien entre cette apparition distinguée et « Henri », murmura-t-elle, incrédule. « Henri Lemoine. Pour être précis, puis-je entrer? J'aimerais souhaiter un bon anniversaire à ma petite fille. » Derrière lui, Julien sortait de voiture, le visage défait. Céline recula instinctivement, comme si elle voyait un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici et dans cette tenue ?»
J'ai quelques petites choses à t'expliquer, ma chère belle-fille, devant tes invités, si tu permets. » Henri entra sans attendre la réponse, Justine sur ses talons. Dans le salon, les conversations s'interrompirent progressivement. Tous les regards convergent vers cet homme élégant que personne ne connaissait. Elina sourit pour la première fois de la soirée. Le spectacle allait enfin commencer. Le salon de la Villa Lemoine était plongé dans un silence de cathédrale. 40 paires d'yeux fixaient Henri, debout au centre de la pièce, avec l'assurance tranquille d'un homme qui s'apprête à révéler une vérité longtemps enfouie. Céline, livide, se tenait près de la porte, comme si elle cherchait une issue de secours. « Mesdames et messieurs », commença Henri d'une voix posée qui portait dans toute la pièce, « je vous prie d'excuser cette intrusion lors de cette belle soirée. Je suis Henri Lemoine, le père de Julien et le grand-père d'Elina. » Un murmure parcourut l'assemblée. Madame Delacroix fronça les sourcils, se souvenant de leur dernière rencontre lors de la soirée de charité. Certains d'entre vous me connaissent peut-être sous un autre visage. Celui du marchand de bonbons que Céline a eu l'amabilité de présenter lors de sa dernière réception. Le malaise était palpable. Les invités échangeaient des regards embarrassés, ne sachant comment réagir face à cette situation inédite. Ce soir, j'aimerais rétablir quelques vérités. Et pour commencer, je tiens à annoncer officiellement la création de la Fondation Claire Lemoine, du nom de ma défunte épouse. Henri fit signe à Justine, qui s'avança avec un dossier. Cette fondation, dotée d'un capital initial de 2 millions d'euros, aura pour mission d'aider les personnes âgées abandonnées par leur famille à retrouver dignité et autonomie. Les chiffres commençaient à faire leur effet. 2 millions d'euros, ce n'était pas le budget d'un marchand de bonbons ruiné. « Papa », murmura Julien, mais Henri l'interrompit d'un geste. « En outre, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai récemment fait l'acquisition de plusieurs entreprises locales, notamment la concession automobile Pradel & Fils, où travaille mon fils. » Cette fois, l'effet fut dévastateur. Céline vacilla, s'appuyant contre le mur. Les invités chuchotaient entre eux, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais surtout, continua Henri en se tournant vers Céline, j'aimerais présenter mes excuses à ma belle-fille pour le malentendu qui a régné dans cette famille pendant des années. Le malentendu, balbutia Céline. Oui, le malentendu qui vous a fait croire que j'étais un homme sans ressources. En réalité, je dispose d'un patrimoine de 6,5 millions d'euros, fruit de 45 années d'investissement discret. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Élise de Montclair manqua de renverser son verre de champagne. Le maire adjoint écarquilla les yeux, et Madame Delacroix porta sa main à sa bouche, incrédule. « Mais pourquoi » articula Céline d'une voix étranglée. « Pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre ? Pour des raisons que je n'ai pas à détailler ce soir. Disons simplement que j'ai vécu dans la crainte pendant des décennies, et que cette crainte m'a conduit à dissimuler ma véritable situation. » Henri s'approcha de Céline, qui reculait instinctivement. « Mais cette période est révolue, et j'ai décidé qu'il était temps d'utiliser mes ressources de manière éducative. Oui, par exemple, en rachetant l'hypothèque de cette maison, qui était en souffrance depuis plusieurs mois. » Céline blêmit davantage. Comment Henri pouvait-il être au courant de leurs difficultés financières? Ou encore en découvrant que vous aviez contracté des emprunts personnels à hauteur de 200 000 euros pour maintenir votre train de vie. Cette fois, Céline s'effondra littéralement dans un fauteuil. Ses secrets financiers les plus intimes étaient révélés devant tout le gratin montpelliérain. « Henri !» intervint Julien d'une voix suppliante. « Pas ici, pas maintenant. »« Si, ici et maintenant », répliqua Henri fermement. « C'est ici que ta femme m'a dit que j'étais un poids mort qui empêchait votre famille d'avancer. C'est ici qu'elle m'a jeté dehors devant témoins. Il est donc logique que ce soit ici qu'elle apprenne qui je suis vraiment. » Henri se tourna vers l'assemblée médusée. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous expliquer la situation. Depuis 5 ans, je vivais dans cette maison, supportant quotidiennement les humiliations de ma belle-fille qui avait honte de ma condition sociale. Elle m'interdisait de paraître lors de ses réceptions, me faisait manger à la cuisine quand il y avait des invités et me présentait comme un fardeau familial. Les invités regardaient en maintenant Céline avec un mélange de gêne et de réprobation. L'histoire prenait une tournure dramatique qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le mois dernier, lors d'une soirée de charité organisée ici même, j'ai eu la maladresse de casser de la vaisselle. Ma belle-fille a alors explosé devant vous tous, me traitant de vieux inutile
et m'ordonnant de quitter sa maison. « Arrête !» gémit Céline. « Ce que vous ne saviez pas, c'est que cet homme que vous avez vu humilier possédait les moyens de financer 10 fois votre association caritative, que ce poids mort aurait pu offrir à sa famille une existence princière. » Henri marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. « Mais aujourd'hui, j'ai décidé de cesser cette comédie, non pas pour me venger, mais pour enseigner à ma famille la valeur de l'humilité et du respect. » Il se dirigea vers Elina, qui assistait à la scène avec un mélange d'admiration et d'émotion. « Ma chère Elina, j'ai une proposition à te faire. Je t'offre de venir vivre avec moi dans ma nouvelle propriété à Aix-en-Provence. Tu y trouveras ta propre suite, ton studio d'art, et surtout, un grand-père qui t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu parais être. »« Grand-père » murmura Elina, les larmes aux yeux. « En échange, je m'engage à financer tes études supérieures, où que tu veuilles aller dans le monde. Oxford, Harvard, la Sorbonne. Tu choisiras. » Céline se leva péniblement, chancelante. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'enlever ma fille. Je ne t'enlève rien, Céline. Je propose à Elina un choix, exactement comme tu m'as proposé un choix le soir, où tu m'as jeté dehors. » Henri se tourna ensuite vers Julien. « Quant à toi, mon fils, tu vas avoir l'opportunité de prouver ta valeur professionnelle. Comme ton nouveau patron, j'attends de toi excellence et loyauté. En échange, je t'offre un salaire décent et des perspectives d'évolution. Papa, Mais attention, Julien, une seule condition. Tu devras choisir entre une épouse qui méprise la famille et un père qui t'aime malgré tes faiblesses. » L'ultimatum était lancé. Dans le salon, on aurait pu entendre une mouche voler. « Et moi ?» articula Céline d'une voix brisée. Henri la regarda avec une compassion teintée de fermeté. « Toi, Céline, tu vas apprendre ce que signifie vraiment gagner sa vie. Cette maison, que j'hypothèque désormais, sera vendue si tu ne rembourses pas tes dettes dans les 30 jours. Tes emprunts de luxe devront être honorés et tu découvriras ce que ressent une personne obligée de travailler pour survivre. Tu ne peux pas faire ça, c'est de la vengeance. Non, c'est de la justice. Pendant des années, tu as vécu au-dessus de tes moyens en méprisant celui qui aurait pu vous aider. Maintenant, tu assumeras les conséquences de tes choix. » Henri fit signe à Justine, qui distribua des documents aux personnes présentes. « Mesdames et messieurs, vous trouverez ici les statuts de la Fondation Claire Lemoine. Si certains d'entre vous souhaitent s'associer à cette œuvre, ils seront les bienvenus. » Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. « Elina, ma proposition tient toujours. Prends le temps de réfléchir. » « Je n'ai pas besoin de réfléchir, grand-père. Ma place est avec toi. » Céline poussa un cri déchirant. « Non, Elina, ne me fais pas ça. Maman, tu as choisi de détruire cette famille par orgueil. Maintenant, assume. » Elina rejoignit son grand-père, et ensemble, ils quittèrent la villa sous les regards médusés des 40 invités. Julien resta seul face à sa femme effondrée et à des amis qui ne savaient ne plus où poser les yeux. 6 mois plus tard, Henri inaugurait officiellement la Fondation Claire Lemoine dans sa magnifique propriété d'Aix-en-Provence. Elina, rayonnante dans sa robe d'étudiante en droit international, lui servait d'assistante personnelle. Par la fenêtre de son bureau, ils aperçurent une femme qui passait dans la rue, portant un seau et des produits d'entretien. Céline Morel travaillait désormais comme femme de ménage pour subvenir à ses besoins. Ayant perdu sa maison, ses amis et son statut social, « Grand-père », murmura Elina, « tu ressens de la pitié pour elle. » Henri observa un moment cette femme qui avait autrefois régné sur sa vie avec tant d'arrogance. « Je ressens de la pitié pour la femme qu'elle aurait pu être si elle avait choisi la bonté au lieu de l'orgueil. » Julien. Lui, avait choisi son père, divorcé. Il dirigeait maintenant la concession avec compétence et avait retrouvé sa dignité d'homme. Le soir tombait sur la Provence. Et Henri Lemoine, pour la première fois depuis 45 ans, se sentait enfin libre d'être lui-même. L'homme invisible avait définitivement disparu, laissant place à un patriarche qui avait appris que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent caché, mais dans le courage d'être authentique,